Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes à l'écoute de Méridien Zéro, l'émission francophone de Radio Bandiera Nera, sur Internet, que vous écoutez sur Internet, aussi bien en direct qu'éventuellement par un podcast, si vous l'écoutez ensuite en différé. Ce soir, le binôme habituel avec Igor à la technique, moi-même Jean-Louis derrière le micro, et l'autre micro. Wiesdorf, bonsoir à tous. Voilà. Alors ce soir un thème, avant de présenter notre invité, je tenais à faire un petit préambule, parce que le thème de ce soir est, sans être scandaleux, peut en dérouter certains par la personnalité que nous allons évoquer. Je voudrais revenir sur le fait que Méridien Zéro est une émission libre. On nous le dit parfois sur le site internet, et c'est quelque chose que nous revendiquons. Alors, Méridien Zéro est une émission libre, non seulement parce que nous n'avons pas de compte à rendre à personne, et pour ça nous faisons partie des rares créneaux liberté qui peuvent exister, ni à une organisation, ni à quelqu'un qui à un moment nous dirait qu'on va trop loin ou quoi que ce soit, mais surtout nous sommes libres parce que nous n'avons pas d'œillères. Et donc à ce titre, l'émission de ce soir est consacrée à un auteur qui est revendiqué par la gauche, qui lui-même s'affirmait socialiste, qui pendant la guerre d'Espagne était dans le camp antifasciste, donc c'est George Orwell. Et donc nous allons l'évoquer pleinement, aussi bien dans sa vie que dans les thèmes qui lui étaient chers. Alors, pourquoi traiter d'Orwell ? Évidemment pas pour la récupération, parce que je vois d'ici les cris des uns et des autres, de tous ceux qui évidemment traquent la bête immonde dès qu'ils peuvent, bête immonde qui récupérerait tout ce qu'elle peut. C'est absolument pas ça, évidemment. Nous allons parler d'Orwell tout simplement parce qu'il a des choses à nous dire à la fois sur notre époque et sur les raisons pour lesquelles nous combattons ce monde vétuste et sans joie, comme diraient les autres. Et donc certains d'entre nous peuvent s'affirmer socialistes, et ils peuvent s'affirmer d'un socialisme qui se reconnaît dans celui de George Orwell. Alors pas totalement, évidemment. George Orwell est une source possible et une source d'inspiration sur un certain nombre de thèmes sociaux. Mais nous pouvons tout à fait le faire nôtre, et sans que ce soit pour autant une volonté de provocation ou quoi que ce soit. D'ailleurs, à ce titre, on pourrait tout à fait évoquer aussi des gens comme Christopher Lasch, ou même aller jusqu'à Albert Camus. Nous faisons partie de ces gens qui prennent les bonnes idées et à un moment les thèmes de réflexion là où ils sont, et donc y compris chez des gens qui en effet ne font pas partie de notre famille de pensée. Orwell ne s'arrête pas à Big Brother, et c'est pour ça donc que nous allons l'évoquer ce soir. Alors, nous allons l'évoquer avec Olivier François. Bonsoir. Donc Olivier François qui participe à Éléments, au Spectacle du Monde. Voilà. Et qui est quelqu'un qui aime beaucoup Orwell. Exactement. Et donc qui va nous en parler ce soir. C'est un plaisir en tout cas. Donc, comme d'habitude, lorsque nous traitons, comme nous avons déjà pu le faire sur d'autres auteurs, que ce soit Céline ou d'autres, nous allons un petit peu dérouler la vie d'Orwell. Une vie qui est relativement méconnue parce que nous aurons l'occasion d'y revenir. C'est vrai que c'est quelqu'un qui, en France, a été longtemps laissé à l'écart. Oui, moi je dirais que d'ailleurs Orwell a été comme écrasé par le succès mérité de 1984 et de La ferme des animaux. C'est-à-dire en plus il publie ce livre en 1948 et c'est en pleine guerre froide. C'est un livre d'ailleurs qui est dirigé en effet, qui est inspiré par le stalinisme, où et la société qu'il décrit dans 84 était relativement proche du totalitarisme soviétique, mais on verra d'ailleurs plus tard qu'il y a aussi dans ce livre-là des choses sur le monde, le joli monde démocrate et libéral. On verra justement que la trame justement ne se limite pas à une critique du stalinisme. Exactement. Ni La ferme des animaux, ni 84, mais qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus riche dans l'analyse que fait. J'espère qu'on en parlera, mais c'est vrai que la parution du livre en 48, là un peu, tout d'un coup Orwell a été réduit à ce livre-là. Absolument. Voilà. Alors on peut commencer. Donc déjà, George Orwell, ce n'est pas son vrai nom, puisque en fait c'est un nom d'emprunt qu'il adoptera bien plus tard. De son vrai nom, Eric Arthur Blair, qui est né le 25 juin 1903. Voilà. Il est né aux Indes britanniques, aujourd'hui les Indes, puisque d'une famille, en fait son père était fonctionnaire justement dans les colonies britanniques. Et il est né là-bas, il n'y vivra que très peu de temps, parce que je crois qu'il rentrera sur Londres très rapidement, aux alentours de 1903-1904. Voilà, donc un passage bref. Il y retournera plus tard, mais ça on le verra un petit peu après.
Oui, alors on peut parler peut-être du milieu social dont vient Orwell. Ça, c'est important parce que à l'époque, évidemment, la Grande-Bretagne n'était pas cette petite île, mais était un véritable empire. Et il y avait toute une partie de cette société qui avait des liens avec l'Inde, etc. Enfin, les fonctionnaires coloniaux, le milieu des fonctionnaires coloniaux est un milieu assez caractéristique de l'époque. C'est des gens qui sont à la fois parfois dans leur statut socio-économique, des gens très modestes, assez modestes, des petits fonctionnaires, et qui en même temps, parce qu'ils sont les représentants de ce grand empire, ont parfois, comment dirais-je, un orgueil quasi aristocratique de leur statut. Ce qui déjà nous présente un Orwell qui est tiraillé entre à la fois sa fierté d'être le fils d'un fonctionnaire colonial, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il va rentrer à Eton, parce qu'il est le fils d'un fonctionnaire colonial qui peut rentrer à Eton, qui est pourtant réservé à l'élite, et en même temps un homme qui a non pas connu une enfance malheureuse, mais qui a connu un milieu modeste. Voilà. Ce qu'on appelle la petite bourgeoisie. Petite bourgeoisie en Exactement. Parce que son père était fonctionnaire responsable du contrôle de l'opium là-bas, puisque c'était un monopole d'État à l'époque. Voilà. Il faut rappeler que les États occidentaux ont pu avoir leur époque de diffusion de substances stupéfiantes, puisque c'est quand même les Occidentaux qui ont imposé en particulier le commerce de l'opium sur l'Asie et sur la Chine. Exactement, c'était une arme de contrôle social pour abrutir les masses chinoises. Voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait évoquer justement peut-être la jeunesse d'Orwell, qui est importante parce que il rentre à Eton, le fameux collège. Enfin, on connaît, je pense, nos éditeurs connaissent un petit peu Eton, et il faut s'imaginer qu'en plus à l'époque, ce collège avait sans doute gardé des traditions très strictes. Il y a d'ailleurs un petit texte d'Orwell qui évoque sa jeunesse à Eton, qui s'appelle Dans le ventre de la baleine, qui a été réédité récemment chez Ivrea, où il montre d'ailleurs sa position, lui qui est un petit fonctionnaire, enfin le fils d'un petit fonctionnaire qui se retrouve dans ce milieu aristocratique où il n'est pas d'ailleurs très bien reçu, et en même temps il a la prétention d'en être, si je puis dire. Je crois qu'il résume cette époque-là, il parle d'épouvantables cauchemars justement rapport à ces années-là. Bien sûr, avec des brimades, avec une humiliation permanente venant de la part de cette élite qui ne reconnaît pas dans ce fils de petit fonctionnaire un égal. Le poids social est très très lourd à cette époque-là, puisqu'on est quand même dans juste après, enfin très peu de temps après la période dite victorienne, donc un esprit très bourgeois, un culte de l'ascension sociale, et donc je crois qu'il est tiraillé justement entre ce qu'il est et ce qu'il aimerait être. Exactement, et lui-même d'ailleurs à l'époque n'est pas du tout un personnage très sympathique, il l'avoue, quand il rentre chez lui et qu'il prend le métro et qu'il croise les gens des basses classes, il a une sorte de dégoût qu'il exprime, et qu'il lui étant un homme d'Eton, même s'il est victime des brimades de l'élite, ne se reconnaît pas non plus dans le peuple, dans le petit peuple qu'il plus tard il va défendre. Il faut rappeler que la société anglaise, alors pour nous Français, même encore aujourd'hui, la société anglaise est une société de classe bien plus marquée quand même que la société française, où chaque classe en fait a ses références culturelles. Tout est très codé. Voilà, et donc en effet les différences sont bien marquées. Bien sûr. Et lui à l'époque est un garçon assez déclassé. C'est-à-dire il n'est ni reçu dans l'élite ni reçu dans le peuple. Voilà. Pas facile d'arriver à trouver une véritable identité au travers Exactement. de ça. D'ailleurs, de bon élève, il passe rapidement à élève assez médiocre. Je pense qu'on peut certainement mettre en relation ce souci d'identité dans un milieu qui n'est pas le sien, puisqu'il arrive à Eton, il est auréolé quand même d'études primaires relativement brillantes, et pour ensuite devenir, il passe complètement à côté de son sujet à Eton, quoi. Même si déjà, en germe, pour lui, l'idée de devenir écrivain, je crois, est déjà là. Oui, il a cet amour de la littérature, et il se voit tout à fait, il se projette tout à fait... Il se plonge dans Shakespeare, évidemment, comme tout Anglais qui se respecte. Et il a une passion pour Dickens. Alors il s'essaie, c'est l'époque de la crise d'adolescence, donc il se prend à un moment donné pour un dandy. Alors il prend des poses de Lord Byron, ce qui est étonnant quand on voit par la suite ce qu'il a pu écrire et défendre. Donc c'est un personnage, un adolescent aussi assez... En quête de devenir. Voilà, en quête de devenir, mais qui n'est pas encore un homme fait. Orwell d'ailleurs va avoir une vie aventureuse, mais il va vraiment se fonder ses idées et fonder sa personnalité assez tardivement. En fait, on peut dire, je crois, que comme beaucoup d'auteurs ou autres de cette époque-là, on se forme un petit peu au contact de la réalité, et cette réalité aseptisée anglaise de cette époque-là lui permet pas, lui, d'exprimer. Il a du mal à s'y retrouver, et il va véritablement devenir ce qu'il est devenu au travers de ses expériences à venir. Et puis il y a l'exemple quand même du père qui lui a connu l'Inde, etc. Lui, il ne l'a pas connu, puisque vous le rappeliez en début d'émission, il n'est resté qu'un an en Inde. Et donc,
Ensuite, évidemment, Orwell va essayer de fuir ce monde. Et il va s'engager d'ailleurs d'une manière un peu sur un coup de tête, et aussi poursuivre évidemment les traces du paternel. Il va s'engager dans la gendarmerie birmane. C'est parce qu'en fait, il idéalise beaucoup, en fait, comme une fuite en avant, ce retour en Orient, un père qu'il a peut-être idéalisé, les souvenirs de sa mère qui a vécu là-bas. Exactement. Et puis l'idée de servir aussi. Je pense qu'il y a quelque chose, alors, qui lui vient aussi peut-être de l'éducation un petit peu aristocratique et patriotique dans laquelle il a été éduqué. À la fois dans sa famille et à Eton, donc il va choisir de servir dans la gendarmerie coloniale en Birmanie. Il y a un côté peut-être un peu génétique chez le Britannique, cette notion de service peut-être aussi, parce qu'on retrouve quand même, je crois, chez Orwell, comme en filigrane, une certaine forme de patriotisme, ce sens viscéral. Ça, il l'a jamais. Plus tard, mais il l'a jamais renié, son patriotisme, son amour de l'Angleterre. Ça, c'est quelque chose. Même d'ailleurs, il y a une anecdote intéressante sur la personnalité d'Orwell. À la fin de sa vie, lui qui avait pourtant des positions anticolonialistes, rencontrant lors d'un dîner un homme de gauche caricatural qui éructait sa haine de l'Angleterre impérialiste, Orwell s'était levé de table en disant « Mais moi, de toute façon, je suis resté un gendarme colonial, je vous interdis du mal de l'Empire. » Parce qu'il était agacé à la fois par la réaction un peu pavlovienne de l'intellectuel de gauche, et surtout, il restait, lui, en tant que patriote, pouvait se permettre de critiquer l'impérialisme, mais quelqu'un qui était un déraciné, un cosmopolite et un homme sans passé et qui se faisait un honneur d'être déraciné ne pouvait pas supporter que ça vienne de ce camp-là, si je puis dire. Oui, deux motifs en gros pour réagir, en effet, un intellectuel et voilà, exactement. Bon, à cette époque-là, Orwell commence à écrire un petit peu des poèmes, quelques récits. On n'est quand même pas dans l'excellence, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça reste des choses un petit peu assez médiocres. Il dit, j'écrivais je crois qu'il le dit à un moment donné, j'écrivais du sous Oscar Wilde. Bon, voilà, c'est. Globalement, il s'y ennuie en Birmanie. En Angleterre, c'est vrai que pour lui, à cette époque-là, là, il est toujours à Eton avant de repartir là-bas. Pour lui, en fait, je crois qu'il a fait le tour du sujet. Bien sûr, lui qui rêve un petit peu d'aventure et comment dirais-je, d'exotisme, la solution, elle est simple, il s'engage. Donc, comme vous disiez, dans la gendarmerie, enfin l'équivalent de la gendarmerie, et il part donc en Birmanie. Et là, il va se heurter à la première véritable expérience, on va dire, humaine et politique. Exactement, et c'est une expérience, à mon avis, essentielle dans la vie d'Orwell. C'est là qu'il a le premier contact avec l'injustice et la manière dont, au fond, lui, il a un travail de répression. Il faut savoir qu'en Birmanie, à l'époque, ça se passe pas très bien sur les Anglais. En plus, le colonialisme anglais est un colonialisme où on sépare vraiment les indigènes des colons. Enfin, il y a vraiment une société coloniale qui ne se mélange pas. C'est une sorte de situation d'apartheid. Et en même temps, ce qui va dégoûter Orwell, alors ce qui fait l'intérêt d'ailleurs, il va écrire ensuite un roman inspiré de son expérience birmane qui s'appelle Une histoire birmane, où il analyse très bien le fait colonial, mais sans aucun manichéisme idiot où d'un côté il y aurait les gentils indigènes opprimés et de l'autre les méchants colons ou vice-versa. Il voit très bien que le fait colonial avilit au fond le colon comme l'indigène. Il a d'ailleurs dans ce livre Histoire birmane, ce n'est pas un livre qui apprécierait, je ne sais pas, les gens du cran ou aujourd'hui. Ou Uriah Boutedja, c'est un livre qui montre que les indigènes aussi sont des hommes avec leurs péchés et souvent parfois des gens serviles qui ne méritent pas, mais enfin dont l'oppression n'est pas la source de leur oppression n'est pas simplement l'anglais, mais ça vient aussi d'une société qui a voulu se soumettre. Donc en fait, son premier contact avec ce colonialisme, on va dire, dans les colonies britanniques, il est très nuancé. Il est très nuancé. Il n'y a pas de parti pris ni pour. Alors il y a un parti pris parce qu'il reste, c'est un livre quand même assez anticolonial et je pense qu'il est dégoûté aussi parce qu'il. Mais des deux côtés, je veux dire. Des deux côtés, bien sûr. Il est effrayé. Est-ce que c'est une critique de l'individu en fait en soi? Oui, et je pense que surtout c'est une critique de l'avilissement et de la barbarisation, comment une société se défait, c'est-à-dire une société qui est sous le joug anglais, qui a perdu sa tradition en quelque sorte, ou qui vit d'une tradition qui a dégénéré, et de l'autre une société britannique coloniale qui s'avachit au fond, en restant dans le statu quo et en jouissant de sa position dominante. C'est-à-dire, est-ce que les quelques valeurs ou les quelques idéaux qu'il pouvait encore avoir par rapport à son éducation, est-ce qu'en fait, il tombe pas en désuétude et ils n'ont plus lieu d'être une fois qu'il est en Birmanie? Voilà, et surtout, lui est parti avec le rêve impérial un peu victorien, qui a eu sa gloire aussi, les tuniques rouges, enfin voilà. Et en même temps, il arrive, il voit une société de petits fonctionnaires avachis. Voilà.
c'est vrai qu'en un sens, ça rejoint un petit peu on évoquait Céline tout à l'heure. C'est vrai que pour le coup, c'est la description de la société coloniale par Céline. Alors moi, j'ai pensé à un autre auteur qui est merveilleux, Georges Simenon, qui a écrit une suite de romans africains où il a exactement le même verdict, où il décrit ces colons pourrissants. Voilà, et d'ailleurs, il a une merveilleuse formule, Simenon, qui aurait pu être signée par Orwell. Au fond, c'est la colonie que Simenon décrit, c'est la sous-préfecture plus le palu. Voilà. Je crois que Céline a des mots un peu équivalents aussi pour l'époque. Mais en plus, il se trouve que historiquement, enfin d'un point de vue chronologique, la période d'Orwell en Birmanie, il arrive en pleine explosion du nationalisme birman, donc il est véritablement dans le vif du sujet, la revendication politique des populations locales, et se pose le problème de l'existence même et de la raison d'être pour les Anglais de rester sur place. Et je crois qu'il résume ces 5 années, puisqu'il passera 5 ans là-bas, 5 années d'ennui au son des clairons, ça veut tout dire. Voilà, ça veut tout dire. Du coup, il revient. Il revient et alors il est en 1927. En 1927, en effet. Et là, il est dans une situation Orwell où il est. Je pense qu'on peut dire, enfin c'est ce que rappelle Bernard Crick dans sa biographie parue aux éditions Climat, qui est vraiment le maître-livre sur la vie d'Orwell, qui est un texte vraiment très fouillé à la fois sur les origines sociales d'Orwell, ses références culturelles, etc. On pourra l'évoquer. Et Bernard Crick décrit un Orwell revenant de Birmanie dégoûté, un peu dépressif. Toutes ses valeurs se sont effondrées. Et il va vouloir partir un petit peu à l'aventure pour se ressourcer, en tout cas c'est l'interprétation qu'en donne Crick, et pour se perdre un peu dans le monde, et donc il quitte l'Angleterre. Peut-être qu'à ce moment-là, d'ailleurs, il y a une sorte de ressentiment contre cette Angleterre dont il a vu aussi les vices. Il y a certainement une forme de dégoût, lui qui se cherche, lui qui enquête, pensait trouver là-bas une raison d'être, il en revient désabusé, désillusionné, donc j'imagine que les pièces du puzzle ne collent plus tout à fait, et ce besoin d'aventure et d'idéal, il va le chercher ailleurs, en l'occurrence en France. En France, à Paris, certains vont faire des retraites dans des monastères. Orwell va faire une retraite en France, une retraite d'ailleurs qui ne sera pas très brillante, mais assez tumultueuse. Il commence d'ailleurs par faire des petits boulots. Il écrit d'ailleurs ses premiers articles à l'époque en France, je crois. Parce que je crois qu'il va travailler pour Le Monde à l'époque. Oui. Il rencontre Henri Barbus, bien sûr. Il rencontre notamment des personnages intéressants comme Pagnati Strati, qui va d'ailleurs préfacer la première édition Dans la Dèche à Paris et à Londres sous le titre La Vache enragée. C'était paru, je crois, chez Gallimard, je ne sais plus. Pagnati Strati, on peut rappeler pour les auditeurs. Donc, pour le coup, c'est une référence qui n'est pas souvent. Donc c'est en gros quelqu'un qui s'inscrit, qui était d'origine roumaine et qui s'inscrit dans le courant critique de gauche contre le léninisme et contre le bolchevisme. Pagnati Strati, dont le socialisme d'ailleurs est assez proche de celui d'Orwell. Alors il y a peut-être une chose aussi qui est importante de signaler, ce retour d'Angleterre, c'est-à-dire que, ce retour de Birmanie, il va quand même rester quelques temps avant de repartir en France, et il est toujours dans cette logique d'écriture, même si la substance n'est pas là, même si le talent n'est pas encore, il est en germe, mais il n'éclot pas. Mais dans sa quête justement pour trouver des sujets, il y a cette première approche et cette première découverte des bas-fonds londoniens en 1927, puisque avant de partir à Paris, il y a ce premier contact, on va dire, avec la déchéance sociale, en tout cas une certaine forme de prolétariat. Bien sûr, même de sous-prolétariat. Parce qu'il parle lui-même de sous-prolétariat. Tout à fait. Donc, qui est comme une prise de conscience sociale après la Birmanie et cette vision nouvelle pour lui des rapports entre les individus. Il découvre toute cette pauvreté qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais et qui le dégoûtait. Et c'est là qu'il a. Et d'ailleurs, cette pauvreté lui inspire à partir de 27 davantage de fraternité et même de compassion, ce qui n'était pas du tout le cas du jeune Orwell Deaton. Parce que je crois, pour le citer, il parle justement à ce moment-là il est rongé d'avoir été l'exécutant d'un système d'exploitation et d'oppression en parlant de la Birmanie. Et quand il est confronté à cette réalité sociale, pour lui, c'est quelque chose de terrible. C'est une sorte de révélation, et vraiment de naissance chez lui, peut-être pas encore d'une conscience politique, mais d'une conscience sociale et d'une fraternité qui va naître pour ceux qui souffrent. Voilà. Nous allons faire une première pause musicale sur une chanson que certains d'entre vous connaissent certainement. So British. Something
chers auditeurs, vous êtes de retour donc, sur Méridien Zéro. Donc, vous avez écouté Handsome Devil, qui est donc une des chansons les plus dynamiques des Smiths. Et nous pouvions difficilement faire cette émission sans passer des chansons des Smiths. Évidemment. À la fois sur le caractère british, mais aussi sur le caractère populaire. Voire populiste. Même. Voilà, voire qui a populiste, toujours été ouais, revendiqué ouais. par les Smiths et ensuite par Morrissey. Voilà. Ouais. Donc nous en étions à l'étape parisienne, donc à la fin des années 20. Donc le moment où Orwell fait vraiment la découverte et l'expérience de la pauvreté et de ce qu'il va appeler la dèche. Voilà. La première raison pour Orwell pour aller à Paris, c'est quand même de trouver un terrain favorable à l'écriture. On est toujours dans cette logique-là. C'est le mythe de Paris à l'époque aussi pour les écrivains anglais. Il faut aller à Paris, c'est un peu la Mecque de la littérature. Et d'ailleurs, au début, je crois que quand il vient à Paris, il est logé chez sa tante. Et alors, il fréquente aussi à Paris un milieu, c'est assez étonnant, à la fois en Angleterre et à Paris ou en France, il fréquente à un moment donné un milieu espérantiste, de socialistes, donc assez éloigné de ce qu'il va être par la suite. Donc les espéranto, bon, c'est on peut peut-être rappeler un petit peu, donc l'espéranto a été inventé par un monsieur qui s'appelait Zamenhof, qui donc participe de ce vieux rêve d'une langue mondiale. Voilà, de faire une langue universelle qui ne soit pas rattachée à une nation, qui ne soit pas une langue nationale devenue internationale comme peut l'être l'anglais aujourd'hui. Alors il y en a d'autres, il y a eu d'autres tentatives, il y a par exemple l'interglossa de Hogben. Toutes ces langues sont en général basées sur le même principe, c'est d'essayer de trouver la grammaire la plus simple possible et des constructions lexicales qui le sont tout autant. Ouais. Et c'est vrai que l'espéranto continue d'être généralement associé à des courants, en particulier plutôt courants libertaires. Libre pensée. Voilà, libre pensée. Alors Orwell fréquente quelques personnalités, quelques personnages qui appartiennent à ce mouvement, est assez vite révolté évidemment par cette espèce de langue mondiale, etc. Mais je pense que c'est important de le noter parce que ça va peut-être l'inspirer ensuite par la suite sur la nouvelle langue. Mais on peut peut-être revenir à son expérience parisienne. Il fait des petits boulots, comme je le disais. Un peu de plonge par-ci, un peu de cours d'anglais par là. Un peu de cours d'anglais par là. Il fréquente tout le petit milieu. Je crois qu'il habite. Maintenant c'est devenu un quartier très très bourgeois, mais il habite un Garnier à un moment donné, je crois, dans le quartier latin. Il y a une très belle description d'ailleurs d'un café parisien, d'un café parisien avec ses ouvriers qui se mettent à chanter la Marseillaise, à brailler les femmes. Donc c'est quand même un contexte très différent de ce qu'il connaît en Angleterre. Le côté très guindé, bien sûr. D'ailleurs, ça s'ouvre dans la Dèche à Paris, à Londres. S'ouvre d'ailleurs sur la description d'un 14 juillet où tout le monde est ivre et c'est en effet c'est pas le flegme britannique, c'est plutôt la joie populaire. Et le Paris en plus des années 30 franchouillard exactement, et débridé. Il fréquente aussi à un moment donné, il est plongeur et serveur dans un restaurant tenu par un Russe blanc, un hôtel de luxe, voilà, mais qui tombe assez vite en ruine parce qu'il n'y a plus beaucoup de clients. Alors ils dorment, il raconte comment ils dorment dans les cuisines. Enfin, ça se termine très très mal. Et là aussi, il poursuit son expérience anglaise de découverte un petit peu de ces sous-classes populaires, de ces bas-fonds, parce que Paris à l'époque était aussi, on oublie parfois, une ville ouvrière. Bien sûr, au cœur même de la capitale. Là où il y a aujourd'hui des magasins de luxe pour touristes japonais ou américains, maintenant, à l'époque il y avait des souloirs, il y avait tout le quartier de Mouffetard était encore habité par des chiffonniers, par une petite classe ouvrière et sous-prolétarienne aussi. Voilà. Une chose qui est importante aussi à préciser, c'est, on n'en a pas parlé, la santé très fragile d'Orwell, qui fait qu'il contractera plusieurs fois dans sa vie la pneumonie. Et justement, en rentrant d'Angleterre, en rentrant d'Inde, je crois qu'il est malade. Il va repartir ensuite en Angleterre, on le verra, il est malade. Mais donc ça jalonne aussi ça dans son vécu, cette santé fragile qu'il emportera d'ailleurs relativement jeune. Bien sûr, oui. 47 ans. 47 ans. Il meurt à 47 ans. Donc cette expérience parisienne. Oui, cette expérience parisienne importante aussi parce que il commence comme je le disais aussi, sans doute à fréquenter un peu le milieu littéraire, le milieu des exilés aussi. Je pense que c'est pas un hasard. Alors, il n'y en a pas de traces dans la biographie d'Orwell, de Crick, mais son texte La Vache enragée est préfacé par Pagnat Istrati.
deux personnages qui auraient eu beaucoup de choses à se dire. Est-ce qu'il aurait rencontré Istrati à Paris? C'est tout à fait possible. Istrati y est. Oui, parce qu'en fait, il reste pas beaucoup de choses en termes d'écrit de cette période parisienne. Non, en dehors de ce récit, mais qui est centré vraiment sur son expérience de la dèche, puisque très vite à Paris, il n'a plus d'argent. Il raconte comment il doit aller au Mont-de-Piété, essayer de revendre des vieilles frusques, etc. Enfin, il crève vraiment la dalle. Hein. Enfin, il touche du doigt un peu la misère. Quoi. Il touche de la misère, voilà, pas la pauvreté, la pauvreté digne, mais la misère crasseuse. Il y a quand même aussi peut-être pas un paradoxe, mais c'est pas quelqu'un qui recherche la facilité, puisqu'il va travailler et faire la plonge, des métiers parfois ingrats, mais il va pas non plus essayer lui qui est en quête d'écriture et qui rêve d'être écrivain, il va pas non plus essayer de trouver un milieu littéraire, il va pas chercher dans cette époque-là, pourtant Paris à l'époque, enfin je veux dire, c'est la fin du surréalisme et ainsi de suite. Bon, il y a toute une effervescence qui fait que... Orwell d'ailleurs est très, même s'il avait beaucoup d'admiration pour Joyce, c'est assez étranger aux avant-gardes de son époque. C'est quoi, il y a un refus de la mondanité intellectuelle? Oui, je pense qu'il y a ça. Alors il y a un deuxième roman qu'il écrit à peu près à cette même période, avant, mais qui parle plutôt de la période anglaise, après la dèche à Londres, où un temps Orwell va être libraire et va là fréquenter un peu le milieu littéraire. Il fait le portrait dans ce roman qui s'appelle Et vive la Spidistra, qui est un roman assez autobiographique. Il va faire le portrait, justement, notamment d'un directeur de revue qui est l'incarnation de l'élite de gauche, avant-gardiste, etc., qui est une sorte de snob, et fait un portrait à charge qu'il fait de cet homme aux idées généreuses, mais qui, au fond, est un grand bourgeois snobinard et qu'Orwell ne peut pas supporter, et qui a une sorte de langage complètement stéréotypé. Et voilà, donc. Et Vive la Spidistra, c'est un très beau livre dont on pourra reparler quand on parlera de la suite de la vie de par contre, Orwell. Cette expérience parisienne, c'est là où il devient Monsieur Orwell, puisque il publie, c'est à partir de là qu'il va publier sous ce nom. Qui publie d'abord, qui publie Dans la dèche à Paris et à Londres. Je crois que le livre est publié en 1930 ou 31. Il faudrait que je vérifie. Mais... Alors, on peut même aller jusqu'à 33. Ouais, d'accord, voilà, très bien. Puisque la période parisienne, c'est 27, le retour à Londres, 28. C'est un livre qui a un certain succès aussi, qui lui ouvre les portes aussi évidemment de la gauche notamment alors il va voir à partir de là, parce que Dans la dèche à Paris à Londres a un succès à la fois en France, puisque comme je le rappelais, il est publié chez Reader ou chez Gallimard, préfacé par Istrati, et ensuite en Angleterre, et c'est à ce moment-là que Orwell sort justement de la dèche, puisqu'il a publié son premier livre, et un certain nombre de revues de gauche, de la gauche révolutionnaire, on peut dire, pas proche du Parti communiste, à la marge, disons, des mouvements marxistes, lui propose d'écrire des articles, dont certains ont été traduits en français, puisque je rappelle qu'il y a 4 tomes d'essais, et ces premiers articles, datent de cette période, 1932-1933. Orwell, un temps est tenté par le trotskisme, mais il ne peut pas supporter la phraséologie marxiste. Orwell n'a jamais été marxiste. Pourtant, il y reviendra après, non alors, non, il n'a jamais été marxiste, Orwell. Non, je parle de trotskisme. Le trotskisme, non, alors là même s'il a été du POUM, et on parlera, quand on évoquera la guerre d'Espagne, le POUM au sein du trotskisme a une position très ambiguë. Ils se réclament du trotskisme, mais ils ne le sont pas. On le verra tout à l'heure au travers des ouvrages, mais on retrouve quand même dans La ferme des animaux, notamment, l'image du méchant qui est typiquement celle de Staline, et de celui qui a raison et qui est banni et qui est obligé de partir, le cochon, qui lui est plutôt l'image de Trotsky. Bien sûr. Alors c'est le Trotsky dissident qui va peut-être apprécier, mais il est toujours opposé au trotskisme, parce que dans le trotskisme, il y a quand même cette idée du parti d'avant-garde qu'Orwell ne peut pas supporter. Il ne peut pas supporter. Il a vraiment foncièrement une réaction anti-élitiste. Alors à ce moment-là, d'ailleurs, après Dans la dèche à Paris et à Londres, il collabore de plus en plus à différentes revues, et son éditeur de l'époque lui propose d'aller au charbon, si je puis dire, et de faire une enquête dans les bassins miniers. Je crois que c'est près de Manchester. C'est ce qui va inspirer ensuite. C'est vraiment révélateur. Alors, pour lui. C'est vraiment révélateur. Par contre, il faut peut-être préciser que son livre Dans la dèche était un échec. Le livre ne se vendra pas beaucoup. Ah, ça, vous voyez, je l'ignorais. Je pense que, alors, voilà, vous me l'apprenez. Je croyais que le livre s'était vendu. En tout cas, en effet, c'est pas un succès populaire, mais il a un succès d'estime. Et ce livre est important malgré tout pour Orwell, parce que c'est là qu'il commence. Il a eu d'excellentes critiques. Il a eu d'excellentes critiques, et c'est ce qui lui permet de rentrer en lien avec un certain nombre d'intellectuels. Est-ce que l'époque on l'estampille déjà de gauche? Est-ce que véritablement il y a une récupération? Est-ce qu'il est identifié comme un auteur
à consonance politique, en tout cas. Oui, alors en tout cas social. Oui, social, peut-être pas de gauche, parce que même d'ailleurs en Angleterre, est-ce que ce terme, ce terme était très différent. Peut-être qu'on le qualifie de progressiste. En tout cas, on le range plutôt dans le camp, si je puis dire, de la gauche. Mais enfin, ce mot est compliqué, surtout pour appliquer à Orwell. Et juste après, il y a justement l'expérience birmane qui va sortir, qui est son second roman. Bien sûr. Ouais. Et avec, dans une époque encore où le colonialisme est encore vivace, la peur pour son éditeur, justement, d'un procès en diffamation, il craint parce qu'il y a comme une attaque à charge, là, clairement. Alors, il a digéré, analysé, il est capable de retranscrire et il exprime. Des personnages qui se sont plaints d'ailleurs à l'éditeur de se reconnaître dans l'histoire birmane. Et d'ailleurs, Orwell n'est pas du tout un écrivain d'imagination, ce qui peut paraître étonnant, puisqu'il a écrit 1984, mais c'est vrai qu'après l'essai dans la Dèche à Paris à Londres, son éditeur il dit écoute, raconte ta vie, c'est ce que tu sais faire le mieux. Et je crois que son éditeur d'ailleurs une histoire birmane paraît d'abord aux États-Unis avant de paraître en Angleterre. Ça c'est un détail, je me rappelais plus, mais parce que justement, je crois qu'il y a la crainte justement de procès en diffamation. Exactement. Surtout qu'on ne touche pas au sacro-saint empire, si je puis dire. Voilà. Et ensuite, donc une histoire birmane, il y a Yviv Laspidistra, il y a Yviv Laspidistra, il revient. Alors, vous avez l'air de connaître mieux les dates, la chronologie orwellienne que moi, mais. Si vous pouvez préciser. On avait juste un petit peu préparé. Non, mais après c'est vrai qu'il y a cette expérience qui est véritablement fondamentale, cette expérience dans les bassins miniers. Oui, alors ça c'est vraiment je pense que c'est le livre dont on peut dire que le Orwell naît vraiment avec le Quai de Vigan, en tout cas sa conscience politique, et moi ce qui me semble aussi important, sa critique du progressisme. Alors il y a cette quête sociale dans les bas-fonds qui en fait ne permet peut-être pas d'aboutir ou d'arriver véritablement à matérialiser au moins par les mots. Et cette rencontre avec cette classe-là, pour le coup, qui travaille, laborieuse, qui souffre, pour qui les journées sont longues et difficiles, c'est un travail particulièrement ingrat. Alors, livre, le Quai de Vigan, c'est un livre important sous deux aspects. En effet, la découverte d'une misère sociale, puisque ce qu'il décrit dans le Quai de Vigan, ce sont parfois des scènes qui nous font penser au début de la révolution industrielle, encore, même si on est dans l'Angleterre des années 30. Et à côté de ça, ce qu'il découvre aussi dans sa fréquentation du milieu ouvrier, c'est aussi toutes les vertus de ce peuple qui souffre, mais qui reste digne et qui est encore attaché à des traditions d'accueil, de décence. C'est là qu'il va commencer d'ailleurs à parler de décence commune, qui est un concept important dans l'œuvre d'Orwell. Et donc il est ému, lui, qui jusque-là était pourtant le fils déclassé d'un petit bourgeois, va découvrir, va être assez ému par justement cette décence commune de l'ouvrier anglais. Il en tire d'ailleurs sa définition du socialisme, je cite. Donc le mot socialisme a un sens très différent selon que l'on est un travailleur ou un marxiste des classes moyennes. Pour ceux qui ont les destinées effectives du mouvement socialiste entre leurs mains, presque tout ce qu'un travailleur manuel veut dire quand il parle de socialisme est soit dépourvu de pertinence, soit hérétique. Les travailleurs manuels, dans une civilisation industrielle, possèdent un certain nombre de traits qui leur sont imposés par leurs conditions d'existence, la loyauté, l'absence de calcul, la générosité, la haine des privilèges. C'est à partir de ces dispositions qu'ils développent leur vision de la société future, ce qui explique que l'idée d'égalité soit au cœur du socialisme des prolétaires. C'est-à-dire que très rapidement, en fait, il se représente le socialisme en fait comme deux choses totalement différentes et qui en fait n'ont pas de point commun. Est-ce que justement, il ne réinvente pas une certaine forme de socialisme ? Il n'invente pas parce que. Moi, je pense qu'il réinvente. C'est ça, parce que il y a dans la seconde partie du livre. Oui. Alors, il faut peut-être préciser que paradoxalement, ce livre est une commande de son éditeur. Exactement, parce qu'il se rend là-bas pas forcément. Il n'en avait pas eu l'idée lui-même. Non, et donc il y a cette révélation, donc cette rupture qui va lui faire prendre conscience de ce socialisme. Il faut dire que ce livre-là, en effet, vous l'avez dit, mais faut le rappeler, est constitué de deux parties. Il y a une première partie qui est une enquête, un travail de journalisme merveilleux sur la vie ouvrière, et une deuxième partie qui est une réflexion et même un pamphlet sous certains aspects sur le socialisme et sur les raisons pour lesquelles le socialisme des intellectuels, tel qu'il est présenté par les intellectuels, est refusé et honni par les ouvriers. Pourquoi ça ne marche pas ? Et d'ailleurs, il développe... Alors, le pamphlet commence, il vient de passer
quelques mois avec ses ouvriers anglais et d'en avoir découvert les vertus. Il croise un quart de militants du Independent Labour Party, qui était un mouvement trotskiste, qui vont à leur congrès. Il décrit ces militants, c'est le portrait d'un bobo qu'on pourrait rencontrer maintenant dans un congrès du NPA, par exemple. Il décrit, et c'est ce qu'il appelle la gauche végétarienne, et parfois plus méchamment la gauche tapette. Voilà. Son point de vue, c'est que de toute façon, déjà à la fin des années 30, toute l'intelligentsia est de gauche. Et justement, quand il décrit cette gauche, c'est pas simplement la formule gauche tapette et gauche végétarienne est amusante, mais après il montre ce qu'il refuse dans cette gauche, et leur attachement à tout prix est complètement dogmatique au progrès, et sous toutes ses formes. La bonne conscience morale aussi. Oui, évidemment, la bonne conscience morale, un certain snobisme culturel et l'idéologie du progrès qui fait accepter à la gauche tout ce qui pourtant détruit aussi les qualités et les vertus morales qui permettent aussi à l'ouvrier de ne pas être complètement décérébré et aliéné par le système capitaliste. Pour lui, en fait, c'est pas du tout, mais loin de là, une posture. Ça lui apparaît comme une évidence. Bien sûr. Et en fait, on va dire que le socialisme, oui, c'est une renaissance. En fait, il le matérialise dans sa conception politique Bien de sûr. la chose. Alors d'ailleurs, il a été précédé en Angleterre, je crois qu'Orwell d'ailleurs s'en revendique, par des personnages comme William Morris, qui lui était un marxiste un peu étonnant, parce que même s'il a traduit Marx et qu'il a été un des introducteurs de Marx en Angleterre, était un passionné du Moyen-Âge, et il a écrit d'ailleurs un livre d'utopie où il imagine la société socialiste idéale, ce serait une société de petits artisans, et où on reviendrait à une sorte de Moyen-Âge. D'ailleurs, William Morris, si certains d'entre vous ont la possibilité d'aller au musée d'Orsay, William Morris a été l'un des inspirateurs du néo-gothisme, du pré-raphaélisme, tout à fait, anglais. Donc il y a certaines salles qui lui sont consacrées au musée d'Orsay. William Morris est intéressant aussi parce qu'il avait une entreprise et en fait il y a établi des règles sociales qui peuvent rappeler un petit peu le socialisme utopique français du 19e siècle. Et qu'il a réhabilité aussi l'artisanat, justement. Contre la laideur industrielle, réhabilitons le travail de l'artisan. Et alors Orwell, moi je pense, vient de cette tradition qui existe en Angleterre. On pourrait citer d'ailleurs, Orwell a écrit des textes pour sa revue, un personnage comme Gilbert Case Chesterton. Orwell n'était pas du tout catholique, même s'il gardait ni chrétien, même s'il a gardé un attachement aussi à l'anglicanisme, mais plus par patriotisme anglais. Mais dans Chesterton, il y a aussi des visions, une défense même du petit bourgeois. Ça peut paraître paradoxal, et de la limite, la défense de la vertu de la limite, qu'on peut trouver, dans lequel Orwell se serait tout à fait retrouvé. Voilà. Et justement, par rapport à ça, cette révélation, d'ailleurs, son éditeur va complètement se désolidariser de lui, puisqu'il n'acceptera pas la commande qui lui en est faite, puisqu'il revient transformer l'homme qui revient de cette expérience minière, est complètement différent. Voilà. Donc le livre, lui, va paraître en 1936, puisque pendant la guerre d'Espagne, et on arrive là à cette autre donc il y a cette évidence là politique qui apparaît, et cette espèce de continuité au travers de la guerre d'Espagne. Alors comment Orwell, par quelle filière et par quels moyens va-t-il partir là-bas Alors Orwell, à l'époque, suite à la parution du Quai de Vigan, évidemment continue sa collaboration à différentes revues, on va dire proches de la gauche antitotalitaire et anti-stalinienne. Donc, il va avoir notamment des rapports avec... malgré son ironie, l'Independent Labour Party, qui sont des trotskistes, mais il y a un peu de tout dans ce parti. Il y a à la fois le pire et le meilleur, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des snobs trotskistes et il y a aussi de vrais socialistes anglais qui refusent tout simplement la stalinisation du mouvement ouvrier. Il fréquente aussi un personnage étonnant, un pacifiste et anarchiste qui s'appelle George Woodcock, qui est un personnage étonnant parce que c'est un anarchisme très anglais, qui a une passion pour Kropotkin, qui a une passion pour Tolstoï, qui a une passion aussi pour l'histoire en général, donc un rapport au passé qui n'est pas un homme qui pourrait chanter du passé faisant table rase. Donc il y a des rapports avec Orwell qui sont importants. Donc c'est par le truchement de ce parti. Par le truchement de sa fréquentation en effet des milieux anti-staliniens. La guerre d'Espagne se déclare donc en 1936, coup d'État de Franco. Nos éditeurs connaissent un petit peu cette histoire, même si elle est complexe. Et donc il va s'engager au sein de la milice du POUM. Qu'est-ce que le POUM ? C'est le Parti ouvrier d'unification marxiste.
Alors ce sont des Espagnols, donc essentiellement des Espagnols. Essentiellement évidemment des Espagnols, beaucoup de Catalans au sein du POUM. Ils sont, c'est important de le noter, ils sont quasiment immédiatement récusés par Trotsky, qui ne les considère pas comme de fidèles disciples de sa doctrine. Et il faut voir qu'en Espagne, en plus, ce POUM est marxiste, mais enfin, c'est plus un socialisme viscéral que des intellectuels marxistes. En plus, évidemment, il y a des intellectuels marxistes, mais enfin, c'est des gens du combat. Ils recrutent aussi beaucoup dans le milieu à Barcelone. C'est Barcelone est important parce que c'est une ville qui a gardé des traditions ouvrières assez fortes, où les anarchistes aussi sont très implantés. On peut peut-être dire quelques mots d'ailleurs sur cette guerre d'Espagne très complexe, puisque dans les deux camps, il y a même plusieurs camps, enfin on en parlait un petit peu hors antenne, c'est-à-dire que du côté des franquistes, encore une fois, il y a le meilleur comme le pire, il y a la phalange de José Antonio Primavera qui incarne une sorte de, on peut le dire, c'est ça, une sorte d'idéal Oui, d'idéal, et puis même sous certains points d'un socialisme, oui, tout à fait. d'un attachement à la question sociale. D'ailleurs, on pourrait rappeler, j'avais lu un article qui avait eu des liens avant la guerre d'Espagne entre certaines personnalités de la CNT, donc anarchistes, et des gens des phalanges, dans leur volonté de lutter contre la bourgeoisie. Et la haute bourgeoisie espagnole était particulièrement abjecte. Voilà. Donc dans le camp franquiste, il y a ces gens-là. Il y a les carlistes aussi qui incarnent une sorte de royalisme populaire, très enraffiné dans la paysannerie et donc dans les libertés paysannes. Et du côté anarchiste, du côté républicain, c'est la même chose. On a à la fois des gens qui, par antifascistes, se retrouvent dans le camp républicain, mais qui... Les anarchistes espagnols n'ont jamais... le mouvement ouvrier espagnol a été assez peu contaminé par le marxisme, mais l'anarchisme espagnol, lui aussi, s'enracine beaucoup dans la défense des libertés paysannes, du focus, etc. Enfin, du locos, je ne sais plus le nom en espagnol. Il y a un article, d'ailleurs, que cite Orwell, un livre que cite Orwell de Franz Borkenau, qui est un anarchiste allemand, qui s'appelle Spanish Cockpit, qui est lui aussi un récit de voyage que Borkenau... presque à la même époque qu'Orwell fait dans ces territoires tenus par les anarchistes espagnols. Il décrit ces gens-là lui parlant de leur attachement à la vieille Espagne, enfin à une certaine vieille Espagne, à certaines libertés que la bourgeoisie libérale ou progressiste va détruire. Et donc dans le camp face à ces gens-là, dans le camp républicain, il y a évidemment les staliniens qui vont régler leurs comptes, les socialistes, et les radicaux socialistes, qui eux sont... Il y aura d'un côté comme de l'autre des règlements de compte évidemment. Et des mises en coupe réglées. Et des mises en coupe réglées terribles, que ce soit du côté des nationalistes, puisque la phalange traditionnelle va être, même si Franco va continuer à prendre le nom phalange traditionnelle, va être épurée. Et oui, épurée de ses éléments les plus avancés sur les questions sociales, et complètement soumis au joug du franquisme gouvernemental. Et du côté républicain, les anarchistes et les gens du POUM vont être massacrés par la GPU communiste. Staline envoie des hommes de la GPU pour aller foutre une balle dans la tête aux prisonniers anarchistes et du POUM dans les prisons de Barcelone. Dans Barcelone, il y a une insurrection qui est réprimée dans le sang par les milices communistes. Et c'est ce que d'ailleurs Orwell va vivre aussi. Il va être en direct là-dessus. Il va être en direct là-dessus. Il arrive à Barcelone justement, et après cette expérience anglaise, cette expérience de minière, il arrive et il découvre véritablement ce qu'il considère lui presque comme pas une société idéale, mais comme l'image de ce que pourrait être une société idéale. Moi je pense qu'il y a une part de ça, en effet. D'ailleurs le livre, j'ai un trou de mémoire là sur l'Espagne. J'ai vraiment la découverte de la Catalogne, Hommage à la Catalogne, merci, excusez-moi. Hommage à la Catalogne commence sur la description d'un jeune milicien qu'il rencontre à la caserne Lénine à Barcelone, et ce jeune milicien lui fait part, milicien anarchiste d'ailleurs, lui fait part de sa fraternité. Même s'il ne se comprend pas, il voit en effet pour lui, un peu, à travers cette figure du milicien anarchiste, l'incarnation de la Sacrament de Sensi et de la vertu. Il réalise en fait véritablement ce à quoi il croit, en ce sens où sa volonté première, ce qu'il idéalise, c'est véritablement la rupture de classe. Donc il arrive là et il a vraiment l'impression que toute forme de classe sont abolies, que les prolétaires, les bourgeois, tout le monde est à peu près au même niveau et dans le même combat. Et c'est un peu pour lui une forme de société idéale. Et il découvre aussi, il faut dire que les anarchistes étaient des gens... Espagnols à l'époque n'étaient pas des décomposés, mais étaient des gens qui avaient... ils avaient mis sur les bordels des affiches en disant camarades, respectez nos camarades prostituées, qui peut paraître... c'est assez amusant, je trouve. Tout à fait. Voilà.
Nous allons faire une deuxième pause musicale. This book deals with epiphenomenalism, which has to do with consciousness as a mere accessory of physiological processes whose presence or absence makes no difference. Whatever are you doing? Afra Ben, Cervantes, Daniel Defoe, Samuel Richardson, Henry Fielding, Lawrence Stern, Mary Wollstonecraft, Jane Austen, Sir Walter Scott, Leo Tolstoy, Honoré de Balzac, Edgar Allan Poe, Charlotte Bronte, Emily Bronte, Anne Bronte, Nikolai Gogol, Gustave Flaubert, William Makepeace Thackeray, Call me William, Makepeace Thackeray. Nathaniel Hawthorne, The letter A. Herman Melville, Charles Dickens, London is so beautiful. Come up here. Anthony Trollope, Good evening. Fyodor Dostoevsky, Here come the sleepers. Mark Twain, But I can't even spell Mississippi. George Eliot, Emile Zola, Henry James, Howard is Morton, Thomas Hardy, Joseph Conrad, Catherine Mansfield, Edith Wharton, Hello, Mr. James. D.H. Lawrence, Never heard of it. E.M. Forster. Never heard of it. Happy the man, and happy he alone, who in all honesty can call today his own. He who has life and strength enough to say, yesterday's dead and gone, I want to live today. James Joyce, Hello there. Virginia Woolf, I'm losing my mind. Marcel Proust, Je ne me souviens plus. F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Das Papier. Hermann Hesse, Oh, es ist so hässlich. Evelyn Waugh, William Faulkner, You can eat William Faulkner. Anais Nin, Ford Maddox Ford, any color as long as it's black, Jean-Paul Sartre, Let's go. No, Mr. Malone. Simone de Beauvoir, C'est exactly. Albert Camus, Franz Kafka, Thomas Mann, Graham Greene, Call me Pinky, lovely. Jack Kerouac, William S. Burroughs, Happy the man, and happy he alone, who in all honesty can call today his own. He who has life and strength enough to say, yesterday's dead and gone, I'm gonna live today. Kingsley Amis, Doris Lessing, Vladimir Nabokov, Hello, little girl. William Golding, J.G. Ballard, Instrument vehicle. Richard Brautigan, How do you do? Milan Kundera, Don't do interviews. Ivy Compton Burnett, Hello. Paul Theroux, Have a nice day. Günter Grass, That was a snail.
Gore Vidal, John Updike, Kazuo Ishiguro, also chap, Malcolm Bradbury, stroke John Steinbeck, stroke J.D. Salinger, Ian Banks, A.S. Byatt, Martin Amis, Bret Easton Ellis, Umberto Eco, I don't understand this either. Gabriel Garcia Marquez, Mikasa Dukasa, Roddy Doyle, Salman Rushdie. names who live forever. De retour à l'antenne, donc toujours sur Méridien Zéro, toujours dans l'émission consacrée à George Orwell. C'était une chanson de Divine Comedy, autre groupe anglais émérite, donc qui s'appelait The Book Lovers, donc qui est consacré à la littérature, et je pense que ça aurait fait plaisir à Orwell. Donc nous étions en train de traiter de la période de la guerre d'Espagne. Alors un autre aspect important par rapport à la guerre d'Espagne, c'est évidemment la découverte de la désinformation. Oui, il revient, mais même quand il est encore en Espagne, il lit la presse anglaise et la presse communiste, et la presse de gauche, malheureusement aussi, qui était quand même sous influence stalinienne à l'époque, et il s'aperçoit au fond que ce qu'il est en train de vivre, il voit ses camarades du POUM et ses camarades de la CNT se faire réprimer, dézinguer ou enlever par les gens de la GPU, et tout d'un coup il voit ces gens-là se faire présenter comme des trotskofascistes, des ennemis de la cause, des faits qui sont même mis sous silence par cette presse progressiste. Donc là, il y a déjà, dans les articles de la guerre d'Espagne, c'est important parce qu'il va y revenir souvent par la suite, c'est la découverte en effet de la désinformation, de la manipulation de l'histoire et de la manipulation du langage. Donc c'est, pour l'auteur de 1984, je pense que c'est à partir de ce moment-là d'ailleurs que Orwell va commencer à réfléchir sur la question du langage, sur la question de la littérature et sur la propagande au fond, et comment résister à la propagande et comment se réapproprier un langage qui est en voie de contamination et de transformation. Ouais. Bah d'ailleurs oui, il est très critique sur l'anglais, sur le standard English, ouais, donc sur l'anglais standard, dont il dit qu'en fait c'est un moyen de manipulation, parce qu'à un moment les mots n'ont plus de sens, et du coup c'est vrai qu'il accorde une importance énorme à la littérature, et assez curieusement en fait pour lui une des sources de la littérature justement ça peut être les milieux populaires. Ouais, en partie. Alors c'est à l'époque d'ailleurs que on pourrait être étonné que même s'il écrit aussi sur les événements qu'il a vécus, il se tourne vers Dickens comme justement contrepoison. Dickens qui est comme un juge de paix un peu, une référence littéraire. Oui, comme une référence littéraire, et aussi la parole de Dickens, c'est la langue de Dickens qui est une langue qui est, les auditeurs connaissent forcément Dickens, merveilleux, qui a tendance parfois à être réduit pour un auteur pour enfants, mais qui est un peu leur Victor Hugo ou leur Cervantes, sans faire d'anachronisme. Et Dickens justement a cette qualité pour Orwell d'être à la fois un grand romancier, un créateur de personnages, un créateur de langage, et en même temps d'avoir toujours gardé des liens avec le peuple anglais, avec ses traditions, avec le langage populaire, et de ne pas parler simplement pour le petit clan de l'élite. Et chez Dickens, d'ailleurs, il faut rappeler que Dickens était un auteur qui pouvait être lu à la fois par la petite employée de magasin comme par le professeur d'Oxford. Et face à cette langue en plus qui devient la langue stalinienne, ou la langue, il emploie cette expression très belle en disant c'est l'esprit humain réduit à l'état de gramophone. Et là il le dit à la fois beaucoup dans ses textes de l'époque et ensuite dans un livre dont on va parler qui s'appelle Un peu d'air frais, qui à mon avis est l'un des grands manifestes orwelliens, du socialisme orwellien et de la vision orwellienne du monde. C'est pas un roman justement. Alors Un peu d'air frais est un roman, mais c'est un roman pamphlet pour moi, et c'est à la fois un Orwell nostalgique. Je peux peut-être parler de ce roman. C'est un roman qu'il écrit en 37-38, 2 ans après son expérience espagnole, 38, oui. Et c'est un roman qui met en scène George Bolin, petit bourgeois anglais, homme très simple du commun, je crois qu'il travaille dans une compagnie d'assurance, et qui un matin, en se promenant dans les rues de sa petite cité, va voir une publicité. Cette publicité pour du chocolat, voilà. Il est question d'un roi, enfin, ça se mélange, et ça lui rappelle son enfance, les lectures de la Bible qu'il entendait le dimanche au temple ou à la messe, enfin à l'église. Et donc la première partie du roman va être une description très nostalgique et très belle de la vieille Angleterre, de l'Angleterre du début du 19e siècle, avec ses
du début du XXe siècle, avec cette sociabilité, cette nature encore préservée. Il y a des pages très belles qui sont consacrées aux joies de la pêche, voilà. Et la deuxième partie aux joies de la pêche, aux joies aussi de la nourriture anglaise. Orwell, parfois à la fin de sa vie, avait un côté un peu ascétique. Et on le voit même physiquement, c'est assez maigre. Mais c'était aussi un homme qui aimait la vie et la bonne vie, la bonne chair. C'était peut-être pour ça qu'il était très maigre. Quand on nomme la nourriture anglaise, on est fatalement très maigre. Oui. C'est un peu méchant en même temps. Quand on lit les évocations des puddings ou des bœufs, je sais pas, le bœuf tel qu'il était préparé par sa mère, on a l'eau à la bouche bouillie. Voilà, on a quand même l'eau à la bouche. Enfin, c'est une très belle évocation dans la première partie de ce roman. Et la deuxième partie, c'est le retour dans son village d'enfance, dans cette petite ville d'enfance de ce Georges Bouline, et qui s'aperçoit des dégâts du progrès. À la place du pub, il y a un salon de thé tenu par, je crois, une lesbienne, une lesbienne de gauche. Un supermarché s'est installé. Le lac de son enfance a été envahi par un groupe de nudistes. Enfin, c'est vraiment la catastrophe. Oui, on peut citer un petit passage, alors qui n'est pas tiré d'un peu d'air frais, mais qui replace un petit peu cette vision justement du progrès et de ses méfaits. Donc, si quelqu'un commençait par se demander qu'est-ce que l'homme ? Quels sont ses besoins ? Quelle est pour lui la meilleure façon de se réaliser ? On découvrirait que le fait d'avoir le pouvoir d'éviter tout travail et de vivre de la naissance à la mort dans la lumière électrique en écoutant de la musique en boîte n'est nullement une raison pour vivre de cette manière. L'homme a besoin de chaleur, de loisirs, de confort et de sécurité. Il a aussi besoin de solitude, d'un travail créateur et du sens du merveilleux. S'il reconnaissait cela, il pourrait utiliser les produits de la science et de l'industrie en fondant toujours ses choix sur ce même critère. Est-ce que cela me rend plus humain ou moins humain ? C'est ça. C'est presque religieux. Oui, en quelque sorte, même s'il était très réticent, il avait une grande méfiance pour les mystiques, Orwell. Ouais. Il se méfiait parfois des... Mais il y a quand même une part, enfin, je veux dire, en substance de piété, peut-être de piété, voilà, une piété. Alors justement, ce refus de la modernité, parce que on parle d'Orwell par rapport à tout ce qui est communication, ce refus, enfin, de comment dirais-je, de toute forme de totalitarisme, et il voit justement dans la modernité une forme presque aboutie de totalitarisme. Et on n'a pas forcément conscience de ça, mais petite précision, le texte qui vient d'être lu est issu des essais d'Orwell et c'est les lieux de loisirs, j'ai reconnu. Les lieux de loisirs, qui est un texte très court, mais à mon avis fondamental, où il y a une description à travers la description qu'Orwell fait d'un lieu de loisirs, d'une sorte de parc d'attractions. Déjà une critique d'une société où les hommes ne sont entourés que par des outils et en fait ne sont plus véritablement maîtres de leur vie, mais sont complètement... c'est ça, parce que chez lui, le refus de la modernité, c'est le refus de l'avilissement de l'homme par la machine. Exactement, de l'avilissement de l'homme par la machine et par une sorte de confort. D'autres parleront ensuite de consumérisme, de société de consommation, mais... En tout cas d'endormissement d'aliénation, justement, un monde qui n'est plus fait pour l'homme, mais pour les choses. Il y a une vraie liberté en fait dans l'enracinement, et dans l'attachement en fait à un univers qui est familier. C'est un penseur de l'enracinement. On n'en a pas parlé parce qu'on a parlé. C'est un auteur de l'enracinement. Moi, je pense que c'est un auteur évidemment de l'enracinement. D'ailleurs, on pourrait le rapprocher en France d'un auteur comme Simone Veil, dont les intuitions et le parcours, puisqu'elle elle aussi. Elle s'engageait dans les milices de la CNT et ensuite a une critique du totalitarisme communisme et des dangers du progrès aussi, Simone Veil, qui a écrit d'ailleurs le livre qui s'appelle L'enracinement. Et un autre personnage dont j'aimerais le rapprocher, c'est Charles Péguy. Moi je pense que, alors évidemment ils sont très différents dans leur langue, et Péguy est un Français qui s'est converti à un catholicisme d'ailleurs assez personnel. Oui, tout à fait. C'est pas le lieu peut-être de parler de Péguy ici, mais ils sont très proches parce que d'abord tous les deux ont un sentiment de justice assez développé, un attachement justement à cet enracinement et aux vertus populaires, une méfiance envers le progrès et envers un socialisme qui ne serait que l'éloge du développement des forces productives. Pour moi, Péguy Orwell, il y a évidemment des choses, mais on peut dire d'ailleurs que le un peu d'air frais est un peu le pendant à ce que Péguy a écrit dans L'Argent, quand il évoque justement le monde d'Ancien Régime, comme il le dit lui-même, qu'il a connu avant la catastrophe parlementaire et les années 1890. C'est un enracinement social en fait qui est associé vraiment à la classe ouvrière, au moment de dire voilà, il y a un environnement. En gros, c'est un socialisme enraciné contre un socialisme hors sol, qui serait celui des intellectuels. Et qui, pour lui, d'ailleurs, n'est pas vraiment
complètement abstrait. Ouais. Et il y a aussi une grande part de romantisme dans tout ça. Alors ça, c'est ça justement, parce que c'est vrai qu'on peut reprocher. Alors ce qu'on appelle aussi à cette gauche-là, en tout cas, tous ces gens un petit peu autour du trotskisme, même si voilà, il y a ce côté un petit peu utopique en tout cas, et là en l'occurrence, on a véritablement quelque chose qui est de l'ordre du romantisme, dans cette refus de la modernité, de identité, mais également une certaine forme de romantisme. Il y a évidemment une forme de romantisme, il y a un regret aussi sur des choses qui ont disparu. Le livre Un peu d'air frais est empreint de nostalgie dans sa première partie, et d'une nostalgie assez lourde même, enfin c'est pas lourde ennuyeuse, mais c'est Orwell en effet pleure sur l'Angleterre qui a disparu pour lui, et qui est en train d'être transformée en terrain de lotissement, en supermarché. Voilà, mais après on peut comprendre, parce que je pense qu'il a vécu à l'époque des grandes ruptures, et c'est vrai en quelques siècles, les gens qui sont nés en 1900 ont vu changer le monde davantage que des gens qui ont vécu au XVIIe ou au XVIIIe, si je puis dire. C'est que la vie... Et au niveau politique, justement, il met un petit peu dans le même paquet, il analyse de la même manière le communisme et le nazisme, par exemple, puisqu'il voit là également une aliénation de l'individu, et ce refus du totalitarisme qui véritablement va devenir la marque de fabrique d'Orwell. Bien sûr, d'ailleurs. Et Orwell d'ailleurs ne se trompe pas sur le nazisme, en quelque sorte. C'est qu'au fond, la critique de gauche ne voulait voir dans le nazisme qu'une sorte de... c'était les réactionnaires, la méchante droite, etc. Et lui, ce qui va l'horrifier, c'est justement l'aspect très modernisateur, en partie, parce que le national-socialisme c'est très compliqué, mais de l'essentiel du national-socialisme, qui se veut aussi un mouvement révolutionnaire, qui, il faut le rappeler, persécute aussi un certain nombre de cercles conservateurs. Les gens de la révolution conservatrice notamment ont été assez vite persécutés par le nazisme, ou ont dû partir dans un exil intérieur. On peut penser à des personnages comme Anne von Salomon ou Junger, qui étaient assez réticents envers l'expérience nationale socialiste. Et donc Orwell, oui, de ce point de vue-là, est intéressant. Si les auditeurs veulent aller un petit peu plus loin, ils peuvent toujours reprendre le petit ouvrage par l'épaisseur d'Alain de Benoît sur communisme et nazisme. Évidemment, où il y a beaucoup de choses édites. Alain de Benoît rappelle ce lien entre la modernité et la démocratie, et les régimes, la démocratie libérale et les régimes totalitaires, qui, sans être comparables ni assimilables, sont quand même issus d'un processus qui prend ses racines dans la modernité. Qui sont encore, une fois, des idéologies de l'arrachement contre des pensées de l'enracinement. Il y a véritablement là une originalité, en fait, une rupture, parce que il défend une voie médiane quelque part par rapport à son époque, dans son époque. Bien sûr, oui, il est assez isolé. Alors après, il y en a d'autres qui sont un peu dans la même ligne qu'Orwell. J'ai évoqué Simone Weil. On aurait pu évoquer un peu Camus. D'ailleurs, il faut rappeler que il semblerait que Camus et Orwell se soient croisés en 1945, puisque Orwell a fait un voyage en France juste après-guerre. Ils se seraient croisés dans une chambre d'hôtel. Il a croisé Hemingway aussi. Bon. Voilà. Alors, cette notion, parce que là, après la guerre d'Espagne, donc il y a cette Seconde Guerre mondiale, sur lequel on va passer assez rapidement, mais cette idée de patriotisme révolutionnaire qu'on évoquait tout à l'heure hors antenne, qui est un petit peu la somme un petit peu de son vécu, de cette expérience espagnole et de ce retour en Angleterre, et de ce positionnement par rapport au conflit mondial, son pacifisme. Au fond, et ce reproche qu'il fait aux gauches européennes, justement dans leur antifascisme, en disant attendez, cette guerre-là, de toute façon, c'est une guerre impérialiste et rien d'autre. Et il va affirmer véritablement son patriotisme, qu'il qualifiera de... D'ailleurs, oui, de révolutionnaire, et son patriotisme, il est antitotalitaire parce que patriote, et patriote parce qu'antitotalitaire. Autre chose sur le rapport d'Orwell au fascisme, contrairement à beaucoup de antifascistes de l'époque, il prend le fascisme très au sérieux, et il essaye de lui répondre pas sur le terrain. Il dit pourquoi le fascisme réussit, parce que le fascisme c'est un mot compliqué encore, le totalitarisme qui s'est dit fasciste ou national-socialisme revendique des vertus qu'on peut défendre nous aussi, fidélité, honneur, conscience d'appartenir à une communauté, etc. Et il dit, mais si vous voulez vraiment combattre efficacement le fascisme, c'est pas en faisant l'éloge du cosmopolitisme et du déracinement. Sinon, les ouvriers, et à juste titre et à raison, vont se jeter dans les bras des régimes totalitaires et du fascisme. Qui leur propose des vertus que la démocratie libérale ou qu'un certain communisme déracinateur ne peut plus leur proposer. Voilà. Ouais, d'ailleurs, lui, il l'associe en fait au manque, à l'absence de morale justement des intellectuels. Je voyais un petit passage où il dit qu'à un moment,
n'importe quel intellectuel de gauche de cette époque-là trouverait plus scandaleux d'écouter l'hymne anglais au garde à vous que de prendre de l'argent dans le tronc d'une église. C'est ça, c'est ça. Ce qui est vraiment... Est-ce que ça fait de lui un démocrate, malgré tout? Alors, c'est un démocrate radical, si je puis dire, ce qui est plus sympathique qu'un démocrate... un démocrate bon teint. Voilà, qu'un démocrate bon teint, c'est que Orwell est quelqu'un, en effet, qui se méfie beaucoup, je pense, de tout ce qui est... Mais ça va d'ailleurs avec sa critique des élites et du parti intellectuel, pour reprendre un mot de Peggy, c'est qu'il se méfie de tout ce qui est délégation. Je pense que lui, il rêve plutôt d'un monde où, dans les quartiers, dans les entreprises, les gens s'occupent de leur destin. Enfin, il parle d'autogestion. Il ne parle pas le mot n'est pas employé, mais de fait, il évoque en effet l'idée qui est quand même des commissions ouvrières, des milices, ça c'est aussi son expérience espagnole. C'est quelque chose d'assez, sa part libertaire. Même si Orwell n'a jamais été anarchiste, Jean-Claude Michéa l'a dénommé anarchiste Tory. Lui-même d'ailleurs ne se disait pas anarchiste Tory. Je crois qu'il emploie ce terme pour parler d'un autre écrivain dont je ne me rappelle plus le nom. Enfin, peu importe. Et pour la petite histoire, les Tories étant le parti de droite, le vieux parti conservateur anglais. Donc anarchiste et conservateur. Mais en tout cas, anarchiste et conservateur, ça lui va bien. Oui, c'est ça. Quelque part, ça peut être un raccourci qui peut présenter le personnage de façon simplifiée, bien évidemment, mais assez juste. Au fond, anarchiste parce qu'il se méfie de toutes les formes de domination, qu'elle soit la domination de l'intellectuel ou de l'élite, d'une certaine élite, la domination de l'argent, la domination d'un État qui assèche la société et se transforme en État totalitaire. Et Tory, puisque attachement aux traditions, attachement à l'enracinement, conscience qu'on ne naît pas sans passé. Voilà, donc anarchiste Tory, en effet, ça convient bien à Orwell. Est-ce qu'il pense, au travers de cette guerre mondiale, de la possibilité de déstabiliser la société anglaise? Est-ce qu'il entrevoit une possibilité révolutionnaire? Lui, il pense que de toute façon, on ne pourra pas vaincre sans une réforme profonde des classes, de l'élite. Pour vaincre, il faut que le peuple soit uni. Donc pour être uni, il faut qu'il y ait un idéal et il faut qu'il soit libre en quelque sorte et qu'il ne soit pas avili. Donc oui, en effet, pour lui, son patriotisme et l'effort qu'il va mettre à défendre son pays pendant la Seconde Guerre mondiale ne contredit pas pour lui la nécessité d'une révolution sociale et d'une transformation radicale de la société anglaise. Une dernière pause.
retour sur Méridien Zéro pour notre dernière ligne droite qui, comme tout le reste, passe à toute vitesse. Donc, il nous reste peu de temps pour évoquer des points qui sont encore importants. Donc, c'était une dernière chanson des Smiths. C'était Even Knows I'm Miserable Now, avec l'accent. Oh yeah. Donc, la guerre se finit. Et là, c'est Orwell écrit les deux ouvrages pour lesquels il est sans doute le plus connu. Donc La ferme des animaux, à la fin de la guerre, et ensuite 1984. Alors La ferme des animaux a souvent été réédité. Je signale qu'il y a aussi un dessin animé. C'est assez bon d'ailleurs. Voilà. Alors la fin est, par contre est fausse. En fait, ils ont transformé, ils ont fait une fin à l'américaine où les animaux renversent le tyran. Donc, happy end. Voilà. Mais c'est un dessin animé des années 50 ou 60, années 60 je crois, qui est assez amusant. C'est un peu texavrien. Oui, tout à fait. Esprit-là. C'est très bien. Alors, dans ces deux ouvrages, donc Orwell reprend et développe les thèmes qui lui sont le plus importants. Donc, on peut citer en vrac, bien sûr, donc sa haine du totalitarisme et a fortiori du totalitarisme au nom du socialisme. Bien sûr. Également tous les outils de manipulation et en particulier parmi eux le langage. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on pourrait avancer là-dessus alors. L'ouvrage n'est pas prophétique en tant que tel, c'est-à-dire qu'il le mettait, enfin le titre est 1984, mais c'est absolument pas une préfiguration de ce qui pourrait se passer. Pour autant, c'est vrai que quand on analyse et on décompose le roman, il y a des choses relativement effrayantes par rapport à notre époque. Ouais. Et notamment sur en effet la manipulation du langage et la relecture du passé. C'est-à-dire que pour asseoir son pouvoir, Big Brother et Langsock, qui est le parti, rien que le mot Angsock fait peur, c'est un comment dire, pour asseoir son pouvoir, il a besoin de réécrire l'histoire, ce qui était déjà... Faut quand même voir que Langsock, justement, il se projette comme une révolution socialiste, qui, voilà, puisqu'on est quand même sur le modèle bolchevique. Bolchevique stalinien, si je puis dire. Il y a une continuité pour vous entre La ferme des animaux et 84 ? Pour moi, il y a au moins sur le modèle. Oui, alors il y a une continuité entre La ferme des animaux et 84, entre Un peu d'air frais et 84, parce que dans Un peu d'air frais, toute la deuxième partie, il y a beaucoup de choses qui vont être reprises et développées dans 84, notamment sur la question du langage et l'esprit réduit à l'état de gramophone, hein, c'est une expression qui revient souvent chez Orwell. Dans Un peu d'air frais, d'ailleurs, il y a une scène où il assiste à un meeting trotskiste où la personne irructe sa haine du fascisme, et ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs de voir qu'Orwell voit dans cette manière d'éructer quelque chose d'aussi totalitaire de ce qu'il prétend combattre. Au fond, l'antifascisme a le visage du fascisme. Alors, et vice-versa. Ce langage, la novlangue, puisque voilà, c'est le mot... c'est pas le mot d'Orwell, hein, je crois que c'est une Française justement qui a interprété... Non, je crois que qui a interprété ce terme de novlangue, puisque je crois que Orwell, lui donne un autre nom. En fait, c'est le fruit de l'analyse de ce qu'il a vécu déjà en Espagne. En Espagne, à travers aussi sa lecture de la révolution bolchevique et de la révolution et du stalinisme, puisque Orwell a lu beaucoup à l'époque, des gens sans doute comme Siliga, Istrati qu'on a cité, enfin les premiers critiques du totalitarisme stalinien. Où là, d'ailleurs, on peut rappeler à nos éditeurs que la manière de relire l'histoire se pratiquait en effet sous le régime de Staline, où on allait jusqu'à effacer des photos officielles, les gens qui venaient d'être épurés, etc. Alors, juste pour rappel, la novlangue, le but de la novlangue, c'est de réduire la pensée, de réduire la capacité de penser, en réduisant le nombre de mots utilisables. Exactement. Donc je crois que dans Orwell, il définit 3 classes, la classe A, B et C du vocabulaire. Un vocabulaire A qui serait uniquement un vocabulaire à vocation nourrir, dormir, voilà. Un vocabulaire B qui est formé en fait... uniquement pour des fins politiques, et un vocabulaire C qui serait uniquement réservé à une classe, à une élite. Ça nous fait penser quand même à ce que nous vivons exactement. un peu aujourd'hui, quoi. Avec une simplification, hein, on peut rappeler cette étude récente sur la richesse du vocabulaire de nos dirigeants, de nos 5 derniers présidents de la Ve République, où globalement le président actuel on a eu une division par plus de 10 du vocabulaire utilisé.
Donc bon. Mais cette classe, par ailleurs, en fait, le vocabulaire sur la classe renvoie aussi à l'existence de cette classe. Donc une classe qui avait été décrite par un monsieur qui s'appelait James Burnham, donc qui avait décrit la classe managériale qui était censée diriger. C'est un livre qui a beaucoup marqué Orwell. Voilà. Il faut savoir que James Burnham est un trotskiste américain, je crois, qui s'est converti, d'ailleurs qu'on peut considérer ensuite comme un des pères du néoconservatisme, puisque quand il décrit cette classe managériale, et Orwell le souligne, c'est pour en être fasciné. Il est fasciné, James Burnham, par cette classe qui doit pour lui justement éviter l'intrusion du mauvais peuple dans les décisions politiques. Alors il l'a décrit comme ça, c'est la nouvelle aristocratie, était composée pour la plus grande part de bureaucrates, de savants, de techniciens, de leaders syndicaux, d'experts en publicité, de sociologues, d'enseignants et de politiciens professionnels. Il faut dire... Il y a quelques semaines, on avait Emmanuel Ratier derrière ses micros. C'est globalement le siècle. C'est alors il faut dire d'ailleurs, plus effrayant, c'est que cette nouvelle classe aujourd'hui, pour actualiser un peu Orwell, ne s'en cache pas. Il y a un livre d'un certain Pierre Rosanvallon qui est on peut dire un penseur des nouvelles classes, des élites mondialisées, comme disait l'autre, où dans un livre qui s'appelle La contre-démocratie, ce monsieur Rosanvallon nous explique que suite je crois au référendum européen de 2005, on a bien vu que le peuple votait mal en général, soit votait non au référendum, soit aller voter pour des listes de la droite populiste ou populiste. Et donc il fallait remplacer, qu'il y avait deux types de démocratie. La démocratie qui était la simple manière de désigner des dirigeants avec le vote du peuple. Alors ça c'est pas très bien parce qu'on voit à quoi ça peut mener. Et la bonne démocratie vers laquelle on doit se diriger, qui est l'imposition à tout prix des valeurs humanistes. Donc voilà, bon, c'est au fond, je résume un petit peu la pensée de Rosanvallon qui est plus complexe, mais c'est ce qu'il nous dit Rosanvallon, ou ce que nous dit des gens comme Jacques Attali, c'est qu'en effet, à la fois quand le peuple vote mal, il faut en changer, comme disait Brecht, mais surtout il faut, la démocratie pour eux c'est plus une sorte de religion, de concept d'ailleurs assez flou parfois qu'il faut imposer malgré les décisions. Voir un moyen de contrôle sur les masses. Et ça, justement, Orwell l'exprime merveilleusement bien. Cette histoire de langage, pour nous, on le voit, bien évidemment, dans cette manière que les jeunes ont aujourd'hui de communiquer entre eux, notamment les SMS et tout ça. Vous parliez également des slogans publicitaires. Ah oui, alors on est vraiment en plein dedans, cette simplification qui fait qu'aujourd'hui, on a réduit, comme le disait Jean-Louis tout à l'heure, la taille du langage, des mots utilisables et disponibles, que l'on rend disponible, et dans la même perspective de réduction de la pensée, et de cette manière de pouvoir contrôler in fine les gens dans leur quotidien. Bien sûr. On pourrait citer, parce qu'on en parlait tout à l'heure en antenne, sur le fait qu'aujourd'hui les publicités sont orwelliennes, si je puis dire, disent des choses qu'aurait pu écrire Orwell dans 84. On évoquait notamment cette publicité, je crois, pour une marque d'ordinateur où le slogan était « Bienvenue dans un monde où la technologie n'oublie personne ». Bon, c'est un aveu assez violent. Et sur la manipulation du langage, il suffit de voir aussi tout l'usage que le maire de Paris, par exemple, fait du terme citoyen. Alors, il y a les crèches citoyennes, le défilé citoyen, les luttes citoyennes, etc. Le citoyen, d'ailleurs, a été complètement vidé de sa substance, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est peut-être un homme qui fait du roller skate. Il est mis un peu à toutes les sauces. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Quelqu'un d'ailleurs qu'on peut considérer comme successeur d'Orwell, c'est un peu Philippe Muret. Philippe Muret a fait une analyse de la langage, de la novlangue droit de l'homiste ou de la novlangue de la novlangue moderne assez juste. Ouais, à ce titre, alors bon, on rejoint, ça vient parler. Du coup, ça empiète un petit peu sur la façon dont Orwell a pu être reçu en France. Mais il y a un petit livre paru à l'Encyclopédie des nuisances. Ouais. Qui est l'un des co-éditeurs en fait des essais d'Orwell, donc traduction qui est très récente, on pourrait y revenir, dont le dirigeant était Jaime Samprin, qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui est consacré aux novlangues actuelles aussi. Oui, alors il a fait un excellent livre qui s'appelle Défense et illustration de la novlangue française, où il défend ironiquement ce nouveau langage qui est comme arraisonné à la technique, et c'est un ouvrage qui se situe vraiment dans Orwell, qui actualise vraiment Orwell, notamment il fait l'analyse
de la manière dont par exemple, tout ce qui est les non-voyants. C'est pas un livre léger parce qu'il montre aussi cette nouvelle langue née du terreau d'une société qui a été dévastée par la technique où l'homme est de moins en moins un homme mais plus une fonction. Avec toute cette actualité justement, on se rend compte de la dimension quasi prophétique de l'œuvre d'Orwell, en tout cas de ces deux derniers ouvrages-là, puisqu'ils sont vraiment axés là-dessus, et également de tout ce rapport à l'image. On parle du langage, mais également ce rapport à l'image, notamment pour un Anglais, où je lisais récemment, l'Angleterre est un des pays les plus surveillés au monde. Je crois qu'il y a une caméra pour 15 habitants ou quelque chose comme ça. C'est absolument hallucinant. Et on retrouve dans 84, clairement, cette volonté de décérébration de l'individu au travers de l'image, mais également cette manière de surveiller tout le temps, en tout lieu et en tout temps. Alors là, on est en plein dans l'actualité avec les recherches sur les nanotechnologies, les puces. Il faut dire aussi à nos auditeurs qu'en Australie, certains employés de banque ont déjà été pucés. Alors c'est sous la base du volontariat, enfin c'est assez effrayant. On pourrait citer aussi le travail des gens qui s'inscrivent dans cette tradition orwellienne de pièces et main-d'œuvre, dont il faut vraiment saluer le travail. Et pour la petite histoire, Pièces et main-d'œuvre avait distribué un tract invitant la population de Grenoble à se faire pucer à la préfecture, etc. Le tract est excellemment fait. Et ils ont reçu beaucoup de réponses. Ouais, on trouve tout ça sur Internet. Sur Internet, ils ont un site assez bien fait. Ils ont publié aussi beaucoup de leurs livres, notamment tous leurs travaux sur le développement des nanotechnologies et des puces RFID, enfin de toutes ces choses assez terrifiantes et qui sont en voie d'être développées avec l'aide de l'État et de certaines entreprises. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut... la réception d'Orwell en France est relativement tardive. Oui, alors en tout cas, elle est tardive, pas de 84 et de La ferme des animaux, qui est tout de suite traduit, mais là on doit rendre hommage évidemment à James Emprunt, à deux personnes. D'abord à James Emprunt qui a traduit avec Anne Krief et d'autres traducteurs les œuvres, les essais complets de George Orwell, ce qui est quand même énorme, ça fait presque 6 volumes je crois, ou 5. Oui, et c'est dont Michéa en 95, c'est étonné que ça n'a pas été fait. Donc exactement. C'est arrivé, et enfin, évidemment, saluons le travail irremplaçable de Jean-Claude Michéa, Orwell éducateur, Orwell Anarchy Story, et même ensuite les œuvres de Michéa qui s'inscrivent toujours dans qui se réfèrent beaucoup à Orwell. Michéa, on est très heureux parce qu'il est de plus en plus lu et commenté. Je pense que c'est un auteur essentiel, justement pour saisir un peu cette sensibilité socialiste, anticapitaliste, mais qui ne fait pas table rase, justement, et qui s'attache à essayer de refaire une société qui est un peu les pieds sur terre dans le meilleur sens du terme, et qui soit aussi défenseur de la décence tout simplement, et du fait l'intégrité de l'individu et de l'individu et même de la personne, et dans le respect de sa culture, justement. Exactement, dans le respect de sa culture, et de voir que justement toutes ces traditions populaires et tous nos enracinements ne nous aliènent pas, mais au contraire nous aident à la fois à parler avec l'autre davantage, parce que si on vient de nulle part, je vois pas comment on pourrait parler avec l'autre, et en plus de ça nous permettre de résister à un capitalisme mondialisé qui lui a besoin du déracinement et veut faire de nous des espèces d'atomes interchangeables. Oui, juste en passant, mais c'est en rapport évidemment avec le sujet, j'ai eu l'occasion de lire Libération cette semaine sur un article consacré à Claude Guéant, et consacré à la politique d'immigration. Et en fait, à l'appui de la critique du discours de Claude Guéant, Libération est allé interviewer 3 grands patrons. Voilà. Vous avez trois grands patrons qui, bien sûr, abondaient dans le fait que ce discours était scandaleux, que ça nuisait à l'image de la France, etc. Mais c'est Laurence Parisot dans Le Monde. C'était magnifique. Oui, mais ça c'est très régulier depuis les années 80. Nos grands patrons et nos élites financières se font l'éloge de la diversité. Autre mot orwellien d'ailleurs. Comme une fin en soi. Et comme une fin en soi, etc. Ouais. Est-ce que la polémique donc intervenue en 1996 est-ce qu'on peut l'interpréter comme un coup de pied de l'âne, fait comme un retour? Il y a un règlement de compte. Alors juste pour rappeler un petit peu, préciser cette.
Jean-Louis. Oui, alors allez-y pour la polémique. En fait, on a accusé Orwell, en effet, Voilà, d'avoir été un collaborateur et d'avoir dénoncé de l'intelligence service. de l'intelligence service qui et a- d'avoir dénoncé des camarades à l'époque engagés politiquement Oui, oui. et de les avoir dénoncés, en fait d'avoir communiqué les noms Ah oui. de ces... Alors, il s'agit d'une liste qu'il avait fait pour préparer, je crois, un livre ou un article ou un dossier, mais sachant que toute la liste des gens, c'était pas des espions du KGB ou des militants clandestins, c'était des intellectuels dont tout le monde savait qu'ils étaient communistes. Donc cette dénonciation, c'est vraiment une calomnie. On a fait porter Orwell, on a de manière d'ailleurs très Big Brothers. Alors, 50 ans après sa mort, Orwell fait toujours peur. Non, je pense que c'est un auteur qui est très mal lu, à la fois par Il y avait là une vraie volonté de le... Là, de le nuire, de ça le- c'est de le vrai. nuire. Ça, je pense que c'est un règlement de compte post-mortem. Et ensuite, je sais pas s'il fait peur, mais il y a deux tactiques au fond. Il y a soit une conspiration du silence où on réduit Orwell à 84 en faisant d'ailleurs une lecture très hâtive de 84 en disant Orwell est merveilleux puisque c'est la lecture parfois que font certains libéraux. J'ai même vu Alain Madelin citer Orwell, etc. Ça fait toujours très bien. Voilà. Et donc c'est une lecture de libéraux qui réduisent Orwell à 84 d'ailleurs sans jamais vraiment le lire en disant c'est merveilleux, il était contre Staline et contre les méchants communistes, mais là ils sont quand même en minorité aujourd'hui des gens qui calomnient Orwell en le faisant passer pour un simple auteur d'anticipation, simple auteur d'anticipation et en plus un agent de l'intelligence service alors qu'il n'est ni l'un ni l'autre, enfin il n'est pas que ça, enfin, il n'a jamais été agent. Ça prouve quand même qu'il fait peur, enfin, en tout cas que pour lui nuire, même mort aujourd'hui. Il y a encore malheureusement oui. des gens qui veulent nuire à ce grand écrivain. Ça fait, surtout que la polémique a eu lieu donc en 1996, c'est-à-dire quand même 7 ans après la chute du mur de Berlin, et que globalement c'est vrai que ça a été relayé. Alors je sais bien, c'était en plein été, il y avait peut-être pas beaucoup d'autres informations, mais ça a quand même été relayé par Libération, par Le Monde, également par la revue L'Histoire. Et donc, en gros, une polémique qui n'avait pas de sens et qui, comme ils savent le faire, a été montée en épingle par... Je vois que vous l'avez devant vous. Donc par la classe médiatique. On pourrait recommander à nos auditeurs de lire un livre qui a été écrit d'ailleurs par l'Encyclopédie des nuisances, qui s'appelle George Orwell, devant ses calomniateurs. Quelques observations. Donc, vous le trouvez à la librairie Ivrea, c'est édition Ivrea, encyclopédie... édition de l'Encyclopédie des nuisances. Voilà, puisque les deux éditeurs sont mis ensemble pour éditer ça. Voilà, c'est bien écrit par les participants de l'Encyclopédie des nuisances. Voilà. Cette émission s'achève, puisque comme d'habitude ça passe trop vite. Voilà. Beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. Donc vous pouvez la retrouver sur le blog dont on va donner l'adresse. Alors notre blog www.méridien0. J'ai du mal avec le point. Non, c'est méridien0.hautefort.com et il n'y a pas www, c'est http://. Voilà. Voilà, tout à fait. Donc vous pouvez la retrouver en podcast si jamais. Ça se trouve, j'imagine, sur un moteur de recherche en tapant Méridien Zéro. Absolument. Nous vous remercions. Merci beaucoup pour cette émission. On espère qu'on aura donné envie aux auditeurs de lire Orwell. C'est évidemment le plus important. On ne s'est pas trop étendu sur le roman en tant que tel et sur l'histoire du roman, mais juste pour donner peut-être à nos auditeurs l'envie de redécouvrir l'auteur et d'aller un peu plus loin dans la découverte de George Orwell. Tout simplement. Et surtout, il est publié chez 10-18 et chez Ivrea. Voilà. Nous finirons par le slogan habituel, à l'abordage. Et pas de quartier. Ah bah voilà, très bien.